pas une seule personne n'est venue à ma pendaison de crémaillère. Je suis resté assis tout seul jusqu'à minuit. Le week-end suivant, toute ma famille assistait à l'anniversaire du chien de mon frère, portant des tenues assorties. Je n'en ai pas dit un mot avant le dîner de Noël. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Et je dois vous raconter le Noël où j'ai enfin arrêté de faire semblant que tout allait bien. Mais pour en arriver là, je dois vous ramener environ 5 mois en arrière, à la nuit où je suis resté assis seul dans ma première maison, avec une table pleine de nourriture que personne n'est venu manger. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je suis l'enfant du milieu sur 3. Mon frère aîné Alexandre a 35 ans et ma petite sœur Manon en a 28. En grandissant, j'étais le silencieux. Pas silencieux d'une manière perturbée, juste silencieux d'une manière qui permettait aux gens d'oublier facilement que j'étais dans la pièce. Alexandre était l'enfant prodige, l'athlète, celui qui entrait dans chaque réunion de famille comme s'il acceptait un prix. Manon était le bébé, celle qui ne pouvait rien faire de mal car elle avait encore ce charme de la petite dernière bien entamée dans la vingtaine. Et moi, j'étais juste Julien, celui qui se présentait, aidait à nettoyer et rentrait chez lui en voiture sans que personne ne remarque que j'étais parti. Mes parents sont Pierre et Catherine. Mon père est un électricien à la retraite. Ma mère est une ancienne secrétaire d'école. Et ensemble, ils ont construit un système assez étanche où Alexandre est félicité, Manon est choyée, et moi je reçois le reste de l'attention, ce qui est généralement un hochement de tête et un c'est bien, chérie, avant que quelqu'un ne change de sujet pour parler de ce que fait Alexandre. Écoutez, je ne suis pas assis ici pour dire que j'ai eu une enfance terrible. Ce n'est pas le cas. Mes parents n'étaient pas cruels. Ils m'ont nourri, habillé, et ont assisté à certaines de mes activités. Mais il se passe cette chose quand on est l'enfant du milieu dans une famille comme la mienne. On commence à tenir un tableau de bord mental, même quand on ne le veut pas. Et quand j'ai atteint la fin de la vingtaine, ce tableau de bord semblait assez déséquilibré. J'ai obtenu un diplôme en comptabilité à l'université, j'ai gravi les échelons dans un cabinet d'expertise comptable de taille moyenne, et à 31 ans, j'avais économisé assez pour verser un acompte sur une maison. Pas un manoir, un pavillon de plein pied avec 3 chambres dans un quartier résidentiel décent à environ 40 minutes en voiture de chez mes parents. Elle avait un jardin clôturé, une petite terrasse à l'arrière, et une cuisine avec un véritable espace de plan de travail, ce qui ressemblait à un luxe après 6 ans dans des appartements où le four servait aussi de rangement. L'achat de cette maison a été le moment dont je suis le plus fier de ma vie. Je n'exagère pas. Je me suis assis dans l'allée après la signature et je l'ai juste regardé fixement pendant environ 15 minutes. Ma petite amie de l'époque, Louise, a dû taper à la fenêtre et me demander si je vivais un moment d'émotion. C'était le cas. Absolument. Donc, naturellement, j'ai voulu célébrer. J'ai organisé une pendaison de crémaillère. Rien de fou. J'ai choisi un samedi de fin juin, j'ai envoyé les invitations 3 semaines à l'avance, j'ai envoyé un texto à tout le monde personnellement, et j'ai même créé un petit événement sur la conversation de groupe familial. J'ai invité mes parents, Alexandre et sa femme Émilie, Manon et son petit ami de l'époque, quelques cousins, et quelques amis du travail, peut-être 20 personnes au total. J'ai fait les choses en grand. Louise et moi avons passé toute la matinée à cuisiner. Nous avons préparé des mini-burgers au porc effiloché, une grande salade de pâtes, du guacamole maison, un plateau de crudités parce que maman se plaignait toujours qu'il n'y avait jamais assez de légumes dans ce genre d'événement. Et j'ai même acheté une de ces trempettes étagées sophistiquées à l'épicerie fine car Manon avait mentionné qu'elle les adorait. J'ai aménagé un petit coin bar sur la terrasse avec une glacière remplie de boissons. J'ai sorti des jeux de jardin. J'ai accroché des guirlandes lumineuses. Louise a préparé une liste de lecture. La maison était superbe. J'étais super. Tout était prêt à 16 h. La fête devait commencer à 17 h. À 17h15, personne ne s'était présenté. Je me suis dit que les gens étaient juste en retard. Le trafic peut-être. Vous savez comment ça se passe. À 17h45, j'ai envoyé un texto à ma mère. « Et, vous êtes en route ?» Elle a répondu environ 10 minutes plus tard. « Oh, chérie, ton père ne se sent pas bien. Nous allons passer notre tour pour cette fois. Amusez-vous bien, cependant. » J'ai envoyé un texto à Alexandre. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto à Manon. Elle a dit qu'elle avait oublié et qu'elle avait déjà des projets avec des amis.
Mes 2 amis du travail sont arrivés vers 18 heures. Ils sont restés environ 1 heure, ont mangé un peu, ont dit que la maison était jolie, et sont partis. C'étaient des gens bien, mais nous n'étions pas assez proches pour qu'ils portent toute une fête sur leurs épaules. Après leur départ, il n'y avait plus que moi et Louise. J'ai laissé les guirlandes allumées. J'ai laissé la liste de lecture tourner. Je me disais que quelqu'un allait peut-être encore arriver. Un cousin, un voisin, n'importe qui. Louise a essayé de maintenir la bonne humeur. Que Dieu la bénisse. Elle nous a préparé des assiettes à tous les deux et nous nous sommes assis sur la terrasse, et elle a parlé de la beauté de la cour une fois que nous aurions planté quelques trucs. Mais je voyais bien qu'elle le ressentait, elle aussi. Ce silence lourd et embarrassant qui remplit un espace qui était censé être plein de monde. Vers minuit, j'ai tout éteint. J'ai emballé la nourriture, dont la majeure partie n'avait pas été touchée. J'ai rentré les jeux de jardin. J'ai soufflé les bougies à la citronnelle. Louise est allée se coucher et je me suis assis sur le canapé de mon tout nouveau salon, et j'ai juste fixé le mur pendant un moment. Je ne pleurais pas. J'étais juste assis là à penser, hein? Donc, c'est ce que ça fait d'être complètement invisible aux yeux des personnes qui sont censées tenir à vous. Je n'en ai pas parlé. Ni à mes parents. Ni à Alexandre. Ni à Manon. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Les gens sont occupés. C'est la vie. Papa ne se sentait pas bien. Manon avait oublié. Alexandre avait probablement quelque chose de prévu. J'ai inventé toutes les excuses possibles car l'alternative était d'admettre que ma famille ne se souciait tout simplement pas assez de moi pour se déplacer. Puis le samedi suivant est arrivé. Je faisais défiler les réseaux sociaux, sans même rien chercher, quand je l'ai vu. Ma mère avait publié un album photo, 23 photos d'une fête d'anniversaire pour le chien d'Alexandre. Son Golden Retriever, Milo, venait d'avoir 3 ans. Et toute ma famille. Absolument toutes les personnes que j'avais invitées à ma pendaison de crémaillère étaient là. Mes parents, Manon et son petit ami, ma tante et mon oncle, 2 cousins, ils étaient tous chez Alexandre, dans son jardin, à une fête pour son chien. Il y avait des t-shirts assortis, des t-shirts personnalisés assortis qui disaient le grand jour de Milo avec une empreinte de patte dans le dos. Il y avait un gâteau en forme de chien. Il y avait des serpentins. Il y avait une banderole. J'ai fait défiler chaque photo. Ma mère rayonnait dans sa chemise assortie. Mon père, celui qui avait été trop malade pour conduire 40 minutes jusqu'à ma pendaison de crémaillère, était à genoux sur l'herbe en train de jouer au tir à la corde avec Milo. Il avait l'air fantastique, pas le moindre signe de maladie sur son visage. Manon, qui avait complètement oublié ma fête, était là avec un cadeau emballé pour le chien. Elle avait acheté un cadeau d'anniversaire pour un Golden Retriever mais n'avait pas pu se souvenir de venir chez moi. Je suis resté assis là sur mon canapé, le téléphone à la main, et je suis un peu devenu engourdi. Ni en colère, ni triste, juste engourdi. Comme si quelque chose en moi s'était doucement déconnecté. Louise est entrée, a vu mon visage, a regardé mon téléphone et a dit « Oh, Julien ». C'est tout ce qu'elle a dit. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Je n'en ai pas parlé. Je sais. Je sais. Mais voici ce qui se passe quand on est l'enfant invisible d'une famille. On apprend à ravaler la pilule. On apprend que faire des histoires vous fait cataloguer comme dramatique, sensible ou difficile. On a appris que le chemin de moindre résistance consiste simplement à continuer d'être présent, à continuer de sourire, et à continuer de faire comme si le tableau de bord n'existait pas. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis allé au dîner de famille suivant. J'ai souri. J'ai caressé Milo. J'ai dit à Alexandre que sa cour était jolie et j'ai enfoui tout ça. Mais je n'ai pas oublié. Pas une seule seconde. Et Noël approchait. Les quelques semaines qui ont suivi le visionnage de ces photos ont été étranges. J'ai fait semblant avec ma famille comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé. C'était comme si j'avais porté des lunettes avec la mauvaise correction toute ma vie. Et que quelqu'un m'avait enfin tendu la bonne paire. Soudain, tout était plus net, plus clair, et beaucoup plus laid. J'ai commencé à remarquer des schémas que j'avais ignorés pendant des années. Comme le fait que ma mère appelait Alexandre au moins 3 fois par semaine, mais ne m'appelait que si elle avait besoin de quelque chose. Un trajet pour aller chez le dentiste, de l'aide pour déplacer un meuble, le mot de passe du Wi-Fi de mon ancien appartement parce qu'elle l'avait noté quelque part et l'avait perdu.
J'étais une commodité, pas une priorité, ou comment chaque dîner de famille tournait autour d'Alexandre. Ce que Alexandre faisait au travail, comment avançait la rénovation de la maison d'Alexandre, comment Milo avait appris un nouveau tour. Une fois, j'ai essayé de parler à mes parents d'une promotion que j'avais obtenue, une vraie, associé principal avec une équipe sous mes ordres, et mon père a écouté pendant environ 15 secondes avant de dire « Ça me rappelle, Alexandre. N'avais-tu pas dit que ton entreprise était en pleine expansion ?» Et juste comme ça, les projecteurs ont pivoté comme un réflexe. Manon n'était pas malveillante à ce sujet. Elle était juste inconsciente. Elle vivait dans son propre monde où elle était toujours la plus jeune, toujours la plus charmante, et où tous les autres existaient pour soutenir ce récit. Elle annulait des projets avec moi sans la moindre hésitation, mais conduisait 2 heures pour aller à un concert avec ses amis un mardi soir. Quand je lui faisais remarquer quelque chose, elle riait et disait « Oh, allez, Julien. Ne sois pas si sérieux. » Ce qui est un excellent moyen de faire croire à quelqu'un qu'il est fou d'avoir des sentiments. Et Alexandre, laissez-moi parler d'Alexandre une seconde. Alexandre n'était pas un mauvais garçon au sens traditionnel du terme. Il n'était ni cruel ni agressif. Il était juste si profondément convaincu de sa propre importance qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit que d'autres personnes pouvaient aussi compter. Il avait été le premier fils, le capitaine de l'équipe de football, le roi du bal, et à un moment donné, il a intériorisé l'idée que les événements familiaux étaient des choses qui se produisaient dans son orbite. Sa maison, son emploi du temps, l'anniversaire de son chien. Il n'a pas manqué ma pendaison de crémaillère par méchanceté. Il l'a manqué parce que cela ne lui a tout simplement pas semblé assez important pour modifier son samedi. C'est presque pire, si je suis honnête. La méchanceté signifie que quelqu'un pense à vous. L'indifférence signifie que vous n'êtes même pas sur la liste. Environ 3 semaines après la pendaison de crémaillère, il y a eu un barbecue en famille chez mes parents. Un truc classique d'été. Des steaks hachés, des épis de maïs, papa prétendant être un maître du grill alors qu'il brûle tout jusqu'à obtenir la texture approximative du cuir d'une chaussure. J'y suis allé parce que Louise a dit que ce serait bien pour moi de garder le contact et parce que je n'avais pas encore compris ce que j'allais faire de tous ces sentiments que je trimballais. Tout était normal jusqu'au dessert. Ma mère a sorti ce grand gâteau rectangulaire de la boulangerie et j'ai pensé que c'était juste un truc d'été, mais non, il y avait des mots écrits dessus. Félicitations Alexandre et Émilie en glaçage bleu. Il s'est avéré que Alexandre et Émilie venaient de réserver des vacances en Italie. Pas un anniversaire de mariage, pas un anniversaire marquant, juste des vacances. Et ma mère avait commandé un gâteau personnalisé pour célébrer ça. J'ai regardé autour de la table. Tout le monde souriait, applaudissait, posait des questions sur l'itinéraire. Mon père a levé son verre de jus et a dit « Aux voyageurs du monde ». Et je suis resté assis là avec une part de gâteau dont je ne voulais pas. En pensant à la façon dont j'avais acheté ma première maison, la plus grande réussite financière de ma vie. Et le maximum que j'avais obtenu était un pouce levé dans la conversation de groupe 3 jours après la signature. Louise m'a serré la main sous la table. Elle savait. Après le barbecue, je suis rentré chez moi et me suis à nouveau assis dans l'allée. Pas de la manière fière que j'avais après la signature. De manière résignée, comme si la maison se moquait de moi. Regarde cette chose pour laquelle tu as travaillé si dur. Regarde le peu d'importance que cela avait pour les gens avec qui tu voulais le partager. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Louise, pas seulement la pendaison de crémaillère. Tout. 20 ans à être l'arrière-pensée. La fois où mes parents ont oublié de venir me chercher à l'entraînement de football et où j'ai marché plus de 3 kilomètres sous la pluie pour rentrer à la maison. La fois où ils ont organisé une fête surprise pour les 30 ans d'Alexandre et pour mes 30 ans, ils m'ont envoyé un texto disant joyeux anniversaire. Avec un point à la fin, ce qui ressemblait plus à une obligation légale qu'à une célébration. La fois où j'ai remporté un prix d'excellence au lycée et où ma mère a quitté la cérémonie plus tôt parce que Manon avait une répétition de spectacle de danse qui ne commençait même pas avant 3 heures. Louise est restée assise là et a écouté tout cela. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « je suis désolée », ni « c'est si triste », ni aucune des choses habituelles. Elle m'a regardé et a dit « alors, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Je n'avais pas encore de réponse. Mais la question a changé quelque chose en moi. Cela a déplacé tout le cadre. Pendant 32 ans, je m'étais demandé « pourquoi ne me voit-il pas ?» La question de Louise a recadré les choses.
Que vas-tu faire maintenant que tu sais qu'ils ne le font pas? Juillet est devenu août. J'ai commencé à me mettre en retrait. Pas de façon dramatique, pas d'une manière que quelqu'un remarquerait car, soyons réalistes, il ne faisait pas assez attention pour le remarquer. J'ai arrêté de me porter volontaire pour aider. J'ai arrêté d'être celui qui lançait des projets. J'ai arrêté d'arriver en avance et de rester tard aux événements familiaux. J'ai commencé à dire, je ne peux pas venir aux choses qui ressemblaient à des obligations plutôt qu'à des invitations. Personne n'a dit un mot. Pas une seule personne dans ma famille ne m'a contacté pour demander si quelque chose n'allait pas. Un mois a passé, puis 2. Le seul texto que j'ai reçu de ma mère pendant toute cette période était pour me demander si je savais comment enlever une tache sur une nappe blanche. Pas de comment vas-tu, ni de tu nous manques, juste un conseil de lessive. Je lui ai donné la réponse car je ne suis pas un monstre, mais j'ai fixé cette conversation par texto pendant un long moment par la suite. Septembre est arrivé et Louise a reçu une offre pour un poste dans une plus grande entreprise avec un meilleur salaire. Elle était ravie. J'étais ravi pour elle. Nous avons célébré en allant dans ce restaurant italien du centre-ville avec les bougies sur chaque table et le pain qui vous fait oublier vos problèmes pendant environ 45 minutes. Pendant le dîner, elle m'a demandé si j'allais au dîner de Noël cette année. J'ai dit oui. Elle a haussé un sourcil. Pas pour la raison que tu penses, lui ai-je dit. Voyez-vous, j'y pensais depuis des mois. Pas une vengeance exactement, plutôt une clarification. Je voulais tendre un miroir juste une fois et laisser ma famille voir ce que je voyais depuis des années. Non pas pour les blesser, non pas pour tout faire exploser, juste pour arrêter de faire semblant. Louise m'a demandé à quoi cela ressemblerait. Je lui ai dit que je n'avais pas encore tout le plan en tête, mais que je savais une chose. J'allais parler de la pendaison de crémaillère. J'allais évoquer l'anniversaire de Milo, et j'allais le faire calmement, clairement, et devant tout le monde, lors du seul événement où toute la famille serait assise dans la même pièce sans nulle part où s'échapper. Elle a pris une gorgée de son vin et a dit, il était temps. Octobre a été calme. Je me suis concentré sur le travail, j'ai obtenu une autre petite promotion, et j'ai commencé à arranger la cour. J'ai construit un carré potager surélevé. J'ai peint la porte d'entrée. J'ai fait toutes les choses que l'on fait quand on met de l'énergie dans quelque chose qui est vraiment à soi au lieu de la gaspiller pour des gens qui ne vous rendent rien en retour. Ça faisait du bien. Solitaire parfois, mais bien. Puis ma mère a appelé pour parler de la logistique du dîner de Noël. Qui apporte quoi, à quelle heure venir? Elle m'a demandé d'apporter 2 tartes et un accompagnement, ce qui était plus que ce que l'on demandait à quiconque d'autre, mais c'était le devoir standard de Julien. Toujours contribuer le plus. Recevoir le moins de reconnaissance. Je serai là, ai-je dit. Et en fait, j'ai quelque chose dont je veux parler avec tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est, chérie? Juste une chose à laquelle j'ai réfléchi. Des histoires de famille. Elle a fait une pause d'1 seconde, puis a dit, d'accord. Eh bien, ne rends pas ça bizarre, Julien. Ne rends pas ça bizarre. 32 ans à être invisible et mon plus grand risque était de rendre le dîner de Noël gênant. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai dit, j'apporterai une tarte aux patates douces. Le compte à rebours jusqu'en décembre a commencé. Et pour la première fois de ma vie, je ne redoutais pas une fête de famille. Je m'y préparais. Dans les semaines précédant Noël, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à me sentir mieux. Non pas parce que quelque chose avait changé avec ma famille. Rien n'avait changé. Ma mère n'appelait toujours que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Alexandre existait toujours dans son propre système solaire personnel. Manon ne m'avait toujours pas écrit depuis août. Mais je me sentais mieux car j'avais pris une décision. Et il y a un certain genre de paix qui vient avec le choix final d'arrêter d'être un paillasson. Je me suis plongé dans le travail. La promotion que j'avais obtenue s'accompagnait de plus de responsabilités et je m'y suis investi. J'ai commencé à gérer une petite équipe pour des personnes qui m'écoutaient vraiment quand je parlais, ce qui était un changement rafraîchissant par rapport à mes dîners de famille. Mon patron, un gars nommé Philippe qui avait l'air d'être né en chemise de ville, m'a pris à part un après-midi et a dit, « Julien, tu as été perspicace ces derniers temps. Quoi que tu fasses, continue comme ça. » J'ai eu envie de lui dire que je canalisais simplement 32 ans de frustration refoulée dans des feuilles de calcul, mais j'ai pensé qu'il valait mieux juste accepter le compliment. Louise et moi étions solides.
Plus que solide, en fait. Elle avait commencé son nouveau travail et déchirait tout. Et nous étions tombés dans ce rythme où nous préparions le dîner ensemble la plupart des soirs et où nous parlions simplement, pas de ma famille, mais de nous, de la maison, de l'avenir. Elle a évoqué l'idée de prendre un chien, ce que j'ai trouvé ironique compte tenu de toute la situation de Milo, mais elle avait raison. La cour était parfaite pour ça. Nous avons commencé à regarder les refuges en ligne, et je l'avoue, faire défiler les photos de chiens qui avaient besoin d'un foyer faisait plus pour ma santé mentale que probablement n'importe quoi d'autre à ce moment-là. J'ai également repris contact avec un vieil ami de l'université nommé Thomas. Nous nous étions perdus de vue après l'obtention de notre diplôme, comme c'est souvent le cas. Pas de drame, juste la vie qui vous attire dans des directions différentes. Mais il avait déménagé dans une ville à environ 30 minutes de chez moi, et nous avons commencé à prendre des bières le vendredi soir. Thomas était le genre de gars qui disait exactement ce qu'il pensait, ce qui signifiait que les conversations avec lui étaient soit hilarantes, soit légèrement inconfortables, et parfois les deux en même temps. Quand je lui ai raconté l'histoire de la pendaison de crémaillère, il a posé sa bière, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Julien, ils sont allés à une fête d'anniversaire pour un chien avec des chemises assorties, des chemises personnalisées assorties avec une empreinte de patte dans le dos. » Il a repris sa bière, a bu une longue gorgée et a dit « Julien, je te dis ça avec amour. Tu dois réduire en cendres cette dynamique familiale et recommencer à zéro. » Je lui ai parlé de mon plan pour le dîner de Noël. Il s'est adossé à sa chaise et a souri. « Tu vas leur faire un véritable procès, n'est-ce pas ? » Pas un procès, juste être honnête. C'est la même chose dans cette famille, d'après ce que tu m'as dit. Il n'avait pas tort. Dans une famille où la vérité avait été enterrée sous des décennies d'attention sélective et de déni complaisant, le simple fait d'énoncer des faits allait faire l'effet d'une bombe. Je ne prévoyais pas de discours. Je n'allais pas crier, accuser ou jeter des objets. J'allais juste dire ce qui s'était passé calmement et laisser le silence faire le travail. Thomas m'a aidé à y réfléchir. Pas comme une session de stratégie, plutôt comme un ami s'assurant que je n'allais pas faire quelque chose que je regretterais. Nous avons discuté de ce que je voulais en retirer. Pas des excuses, car des excuses forcées ne valent rien, pas une vengeance, car faire en sorte que les gens se sentent mal ne répare rien en réalité. Ce que je voulais, c'était de la reconnaissance. Je voulais que quelqu'un, n'importe qui dans ma famille, me regarde et me dise « Ouais, on a laissé tomber. » C'était tout. Juste la vérité dite à voix haute par quelqu'un d'autre que moi. Décembre est arrivé et le temps est devenu froid. Louise et moi avons sculpté des citrouilles le premier week-end, ce qui a l'air ringard, mais c'était son idée et je n'allais pas discuter car elle avait choisi le motif le plus agressivement compliqué qu'elle pouvait trouver en ligne. Et la regarder essayer de sculpter un hibou détaillé dans une citrouille avec un couteau de cuisine était la chose la plus drôle que j'avais vue depuis des mois. Le mien était une lanterne citrouille classique car je connais mes limites. La semaine avant Noël, ma mère a appelé pour le récapitulatif final. Le dîner est à 14 h. Alexandre et Émilie apportaient un gratin de haricots verts et des petits pains. Manon apportait du vin. J'apportais 2 tartes, un gratin de patates douces et des petits pains en réserve parce que, et je cite, « Tu sais, les petits pains d'Alexandre sont toujours un peu denses. » Même dans la planification de fête, j'étais le filet de sécurité. « Est-ce que tout va bien pour toi, Julien ?» a-t-elle demandé presque comme une arrière-pensée, comme si elle venait de se souvenir que la question existait. « Tout va très bien, maman. J'ai hâte d'y être. » Bien. Oh, et n'oublie pas d'apporter des cuillères de service. Je crois qu'il m'en manque. C'est noté. C'était là toute l'étendue de sa prise de nouvelles de moi après des mois sans presque aucun contact. Des cuillères de service. Louise et moi avons passé la matinée de Noël à cuisiner. La tarte aux patates douces est sortie parfaite. Brun doré avec ce craquellement sur le dessus. Cela signifie que c'est réussi. Le gratin était plein de cassonade et de noix de pécan. J'ai tout emballé dans des récipients, chargé la voiture, et je suis resté dans la cuisine pendant 1 minute. « Tu vas bien ?» a demandé Louise. « Oui, je crois que je suis prêt. Tu sais que tu n'es pas obligé de faire ça, n'est-ce pas ? On pourrait rester à la maison, regarder un film, manger de la tarte sur le canapé. » J'y ai réfléchi pendant environ 3 secondes. Non, j'ai besoin de faire ça. Pas pour eux. Pour moi. Elle m'a embrassé sur la joue et a attrapé les clés de la voiture.
Alors, allons rendre Noël intéressant. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 40 minutes, la plupart du temps en silence. Louise a mis de la musique, douce et tranquille. Et j'ai regardé la banlieue céder la place au quartier plus ancien près de l'endroit où j'ai grandi. Les mêmes maisons, les mêmes arbres, un peu plus grands maintenant. Ce même sentiment de rétrécir au fur et à mesure que je me rapprochais. Comme si plus je m'approchais de la porte d'entrée de mes parents, plus je devenais petit. Nous sommes arrivés à 13h30. Le camion d'Alexandre était déjà dans l'allée. Garé en diagonale car il n'a jamais considéré une seule fois dans sa vie que d'autres personnes pourraient aussi avoir besoin de se garer. La voiture de Manon était derrière. La maison de mes parents était la même que d'habitude. Façade en briques, la couronne que maman accroche à la porte chaque année et qui se détériore lentement depuis 2014. Le nain de jardin près de la boîte aux lettres que papa refuse de jeter même s'il lui manque une main. J'ai porté la nourriture à l'intérieur. Maman m'a serré dans ses bras à la porte, rapidement et de façon purement formelle. Puis elle a immédiatement pris les tartes et a commencé à réorganiser le plan de travail pour leur faire de la place. Papa était dans son fauteuil inclinable en train de regarder le match de football. Il m'a fait un signe de la main. Alexandre était dans la cuisine avec Émilie, parlant d'un projet de rénovation de maison qu'il prévoyait. Manon était sur le canapé en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Personne n'a posé de questions sur ma maison. Personne n'a posé de questions sur le travail. Personne n'a posé de questions sur le nouveau travail de Louise. Et elle se tenait juste là. Nous aurions tout aussi bien pu être des livreurs de meubles qui se trouvaient être aussi de la famille. Louise a croisé mon regard à l'autre bout de la pièce et m'a fait un petit signe de tête. Je lui en ai rendu un. Le dîner a commencé à 14h tapante car ma mère gère le repas de Noël comme une opération militaire. Nous nous sommes tous assis. La dinde, la farce, la purée de pommes de terre, la sauce au jus de viande, les petits pains d'Alexandre célèbres pour être si denses, mon gratin, et tous les accompagnements. Papa a dit le Bénédicité, qui était le même qu'il récitait depuis 1997, et nous avons commencé à manger. La conversation était prévisible. Alexandre a parlé de la rénovation. Maman a interrogé Émilie sur son travail. Manon a montré à tout le monde des photos d'un voyage qu'elle avait fait avec des amis. Papa a grogné son approbation à divers intervalles. Je suis resté assis là à manger de la dinde, en attendant le bon moment. Il est venu pendant le dessert. Maman a sorti les tartes et a commencé à couper des parts. Et elle a dit la chose qui a allumé la mèche. Vous savez, c'est tellement agréable. D'être tous ensemble. J'ai l'impression qu'on ne se voit plus jamais. Elle l'a dit si nonchalamment, si innocemment, comme si c'était juste un commentaire jeté en l'air, et non la chose la plus involontairement ironique que quiconque à cette table ait jamais dite. J'ai posé ma fourchette. La main de Louise a trouvé mon genou sous la table, non pas pour m'arrêter, mais pour me stabiliser. En fait, maman, ai-je dit, en gardant une voix calme et posée. Je voulais parler de ça. La table est devenue silencieuse. Pas le genre de silence confortable où tout le monde apprécie sa nourriture. L'autre genre. Celui où tout le monde peut sentir un changement dans l'air, mais où personne ne sait encore ce qui l'attend. Ma mère m'a regardé avec cette expression qu'elle utilise toujours lorsqu'elle pense que quelqu'un est sur le point de faire une scène. Une politesse inquiète superposée à un agacement préventif. Que veux-tu dire, chérie ? J'ai pris une inspiration, pas une inspiration dramatique, juste une inspiration normale pour m'assurer que ma voix sortirait de façon stable. En juin dernier, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai invité tout le monde à cette table. J'ai envoyé des textos, j'ai appelé, je l'ai mis dans la conversation de groupe de la famille 3 semaines à l'avance. J'ai cuisiné pour 20 personnes, aménagé la cour, acheté des décorations, la totale. J'ai fait une pause. Personne n'est venu. Silence. Le genre qui a du poids. Papa, tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Je l'ai regardé. Il s'est agité sur sa chaise. Manon, tu as dit que tu avais oublié. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Alexandre, tu n'as tout simplement jamais répondu. Ma mère a commencé à faire ce que ma mère fait toujours. Minimiser. Oh, Julien, je suis sûr que ce n'était pas comme ça. Nous étions probablement juste très occupés ce week-end-là. Tu sais comment c'est l'été.
Je sais exactement comment c'est l'été, maman. Parce que le week-end suivant, vous êtes tous allés chez Alexandre pour la fête d'anniversaire de Milo. J'ai laissé cette phrase faire son effet. J'ai vu les photos, toutes les 23. Des t-shirts personnalisés assortis, un gâteau en forme de chien, une banderole. Papa était à quatre pattes en train de jouer au tir à la corde. Il avait l'air plutôt en bonne santé pour un type qui avait été trop malade pour venir à ma pendaison de crémaillère 7 jours plus tôt. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il n'a rien dit, ce qui était en soi une sorte de réponse. Alexandre s'est adossé à sa chaise. Julien, allez. C'était juste un petit truc amusant qu'Émilie a organisé. Ce n'était pas un grand événement planifié. Ce n'était pas un grand événement planifié, ai-je dit, en gardant un ton égal. Il y avait des chemises personnalisées, Alexandre. Quelqu'un les a conçues. Quelqu'un les a commandées. Quelqu'un a coordonné les tailles pour toute la famille. Cela demande plus de planification que de se pointer chez moi et de manger un mini-burger. Émilie a baissé les yeux vers son assiette. Manon a regardé son téléphone, puis a semblé réaliser que cela ne donnait pas une très bonne impression et l'a posé. Je n'essaie pas de gâcher Noël, ai-je dit. Vraiment pas. Mais maman, tu viens de dire que tu as l'impression qu'on ne se voit jamais. Et j'ai besoin que tu comprennes que de mon point de vue, ce n'est pas un accident. C'est un choix. Un choix que tout le monde à cette table ne cesse de faire. Les yeux de ma mère sont devenus vitreux. Pas de culpabilité. Je pouvais voir qu'elle était interpellée par l'inconfort de voir quelqu'un pointer du doigt la chose dont elle avait passé 32 ans à faire semblant qu'elle n'existait pas. Julien, ce n'est pas juste. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Je sais que tu m'aimes, maman. Je n'en ai jamais douté. Mais aimer et être présent ne sont pas la même chose. Tu peux aimer quelqu'un et lui donner quand même l'impression qu'il ne compte pas. Et c'est ce qui s'est passé. Pas seulement pour la pendaison de crémaillère. Ça, c'était juste le moment où j'ai enfin vu les choses clairement. Je leur ai parlé du tableau de bord mental. Pas de tout, juste des points essentiels. Le texto pour mon 30e anniversaire avec un point. La promotion qui a été écrasée par les nouvelles de l'entreprise d'Alexandre. La cérémonie de remise des prix d'excellence. Le départ précipité de maman. Je ne listais pas les griefs pour blesser qui que ce soit. J'exposais un schéma, calmement et de façon très précise, pour que personne ne puisse le rejeter en disant que j'étais trop sensible à propos d'un seul mauvais week-end. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Louise était assise à côté de moi, solide et immobile. Elle n'allait secourir personne dans tout ça, y compris moi. C'était à moi de le dire. Manon a été la première à craquer. Julien, je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Je veux dire, j'ai oublié ta fête, et je suis désolé, mais je ne pensais pas que c'était si important. Je sais que tu ne pensais pas que c'était important, Manon. C'est tout le problème. Rien de ce qui me concerne n'est jamais important pour cette famille. J'ai acheté ma première maison. Ce n'est pas une petite chose. Je travaille pour ça depuis des années. Et la réponse que j'ai eue a été un silence absolu suivi d'une fête pour un chien. Manon a eu l'air sincèrement atterrée, et je lui en donne le crédit. Elle ne jouait pas la comédie. Elle l'entendait. Elle l'entendait vraiment, peut-être pour la première fois. Alexandre, de son côté, s'est mis sur la défensive. Écoute, je suis désolé pour la pendaison de crémaillère, mais tu ne peux pas juste t'asseoir ici et agir comme si nous avions été terribles envers toi toute ta vie. Ce n'est pas juste pour maman et papa. Je ne dis pas que vous avez été terribles. Je dis que vous avez été absents, et il y a une différence. Être terrible signifierait que vous m'avez remarqué et que vous avez choisi d'être cruel. Être absent signifie que vous n'avez tout simplement rien remarqué du tout. Honnêtement, Alexandre, je ne sais pas ce qui est pire. Ça a fait mouche. Je l'ai vu l'encaisser. Sa mâchoire a travaillé pendant une seconde, comme s'il mâchait des mots qu'il ne voulait pas avaler. Émilie a posé sa main sur son bras et il ne l'a pas repoussé, mais il ne l'a pas regardé non plus. Mon père s'est raclé la gorge. Toute la table l'a regardé, parce que Pierre ne parle pas pendant les conversations émotionnelles. Il reste juste assis là comme un monolithe et laisse ma mère gérer les sentiments, mais cette fois-ci, il s'est penché en avant et a dit « Je n'étais pas malade ce week-end-là.
Ma mère lui a lancé un regard noir. Il l'a ignoré. Je n'étais pas malade, a-t-il répété. Ta mère a dit que nous devrions faire l'impasse parce que nous allions au truc d'Alexandre le lendemain et qu'elle ne voulait pas faire 2 week-ends d'affilée. Celle-là a frappé différemment, non pas parce que c'était la pire chose que j'ai entendue, mais parce que c'était la plus honnête. Ma mère avait fait un choix. Entre ma pendaison de crémaillère et la fête d'anniversaire d'un chien, elle avait choisi le chien. Et puis elle m'a dit que papa était malade parce que la vérité était trop embarrassante à dire à voix haute. Le visage de ma mère a rougi. Pierre, ce n'est pas. Je ne le pensais pas comme ça. J'ai juste. Nous étions fatigués et Alexandre avait déjà. Il ne s'agissait pas de choisir. Il s'agissait de. Elle ne pouvait pas terminer la phrase parce qu'il n'y avait aucun moyen de la terminer. Ça ne faisait que prouver ce que je disais. Je n'étais pas en colère. Je pensais l'être, mais je ne l'étais pas. J'ai juste ressenti cette clarté énorme et épuisante, comme si le brouillard s'était dissipé et que je pouvais enfin voir l'ensemble du paysage, laid, plat et honnête. Maman, ai-je dit doucement. Je ne te demande pas de te sentir mal. Je te demande de le voir. C'est tout. Vois juste à quoi cela ressemble depuis l'endroit où je me tiens. Elle a essuyé ses yeux avec sa serviette. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis, d'une voix que je n'avais jamais entendue venant d'elle, petite, brute et dépouillée de toute sa gestion habituelle, elle a dit, je ne savais pas que c'était si grave. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais posé la question. Le silence qui a suivi a été différent. Pas sur la défensive, pas en colère, juste triste. Le genre de tristesse qui survient lorsqu'une famille réalise qu'elle a été brisée d'une manière qu'elle n'a jamais pris la peine de vérifier. Manon a repris la parole. Julien, que veux-tu que nous fassions? Jean, qu'est-ce qui arrangerait les choses? C'était une question sincère. Elle n'était pas sarcastique. Elle voulait vraiment savoir. Je n'ai pas de liste de revendications, Manon. Je veux juste arrêter d'être invisible. Je veux que quelqu'un me demande comment je vais et qu'il écoute vraiment la réponse. Je veux avoir l'impression que la présence aux événements va dans les deux sens. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Alexandre est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'aurais dû venir à ta pendaison de crémaillère. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le fait. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Il a hoché la tête. Émilie lui a serré le bras. Il m'a regardé et pour la première fois en peut-être 15 ans, j'ai eu l'impression que mon frère me voyait vraiment. Pas comme un personnage de second plan, pas comme celui qui est silencieux, juste comme Julien. Nous sommes restés assis là pendant un long moment. Personne n'a pris de part de tarte. Personne n'a rallumé le match de football. Nous sommes juste restés assis dans les ruines de la chose que j'avais finalement dite à voix haute. Et pour la première fois, personne n'a essayé de le cacher sous le tapis. Noël ne s'est pas terminé par un grand câlin de groupe où tout le monde pleurait et promettait d'être meilleur. Ce serait une belle histoire, mais elle ne serait pas vraie. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'après environ 20 minutes de lourd silence, mon père a rallumé le match de football à faible volume et tout le monde a commencé à bouger à nouveau lentement. Maman a mis les restes dans des récipients. Manon a aidé à débarrasser la table. Émilie a lavé la vaisselle. Tout était très calme et très prudent, comme si tout le monde marchait sur les bords de ce que j'avais dit, en essayant de ne pas marcher dessus, mais sans trop savoir où mettre les pieds non plus. Louise et moi sommes partis vers 19h. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte, et cela a duré plus longtemps que d'habitude. Pas de façon dramatique, mais assez longtemps pour que je le remarque. Elle n'a rien dit de profond. Elle a juste dit, conduis prudemment, chérie. Mais elle a tenu bon une seconde de plus, et je l'ai laissé faire. Sur le chemin du retour, Louise m'a demandé comment je me sentais. J'y ai réfléchi pendant un moment avant de répondre. Plus léger, ai-je dit. Comme si j'avais porté une valise que j'avais oublié tenir, et que je l'avais enfin posée. Elle a tendu le bras et m'a pris la main sur la console centrale. Nous avons fait le reste du trajet dans un silence confortable, qui est la meilleure sorte de silence qui soit. Maintenant, voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Les conséquences. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de Manon. Pas très long. Juste, je suis désolé pour la pendaison de crémaillère.
C'était nul de ma part. Pourrions-nous déjeuner ensemble bientôt? J'ai dit oui. Nous y sommes allés la semaine suivante dans une sandwicherie près de son bureau. Et pour la première fois depuis probablement une décennie, nous avons eu une vraie conversation. Pas superficielle, pas elle parlant d'elle-même pendant que j'approuvais de la tête. Elle m'a posé des questions sur la maison. Elle m'a demandé des nouvelles de Louise. Elle a posé des questions sur le travail. Et quand je répondais, elle écoutait. Elle écoutait vraiment, et n'attendait pas juste son tour pour parler. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était réel. Et le réel, c'est plus que ce que je n'avais jamais eu de quiconque dans ma famille en 32 ans. Alexandre a pris plus de temps. Environ 2 semaines après Noël, il m'a appelé. Pas par texto, un appel, ce qui pour Alexandre était pratiquement une déclaration d'amour. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé, et je pouvais voir qu'il s'était entraîné pour ça. Et j'en ai parlé à Émilie. Et elle m'a dit certaines choses que je ne voulais pas entendre, sur la façon dont je prends beaucoup de place et ne laisse pas toujours de l'espace aux autres. Elle a dit qu'elle l'avait remarqué avec toi depuis des années, mais qu'elle ne sentait pas que c'était à elle de dire quoi que ce soit. Émilie est une femme intelligente, ai-je dit. Elle est plus intelligente que moi. Certainement. Il a fait une pause. Je veux venir voir ta maison. Pour de vrai. Pas pour une fête, pas un grand événement. Juste moi. Je veux voir ce que tu as construit. Il est venu le samedi suivant. Je lui ai fait visiter la cour, la terrasse, le carré potager surélevé que j'avais construit, la cuisine avec de l'espace sur le plan de travail, le salon où j'étais resté assis seul la nuit où personne n'est venu. Je n'ai pas dit cette dernière partie à voix haute. Je n'en avais pas besoin. Il s'est tenu dans mon jardin, a regardé autour de lui et a dit, « C'est vraiment beau, Julien. Tu as bien travaillé. » Et puis plus bas, « Je suis fier de toi. » J'aurais dû te le dire il y a longtemps. Je ne vais pas faire semblant que cette phrase ne m'a pas frappé plus fort que je ne l'espérais. Il y a quelque chose dans le fait d'entendre son grand frère dire qu'il est fier de soi, qui remonte jusqu'à l'époque où on avait 10 ans et que tout ce que l'on voulait, c'était qu'il vous laisse vous asseoir à la même table pendant les soirées pyjama de ses amis. Je n'ai pas pleuré, mais j'en ai été plus proche que je n'aimerais l'admettre. Mes parents ont été les plus lents à s'adoucir. Ma mère m'a appelé environ une semaine après la visite d'Alexandre. La conversation a commencé par ses discours logistiques habituels, quelque chose à propos de la planification du nouvel an, puis elle s'est tue une seconde et a dit, « Julien, je te dois des excuses. » Je ne me suis pas précipité pour la rassurer à ce sujet. J'ai juste dit, « Je t'écoute. Ton père et moi avons parlé, vraiment parlé après Noël, et je veux que tu saches que je ne t'ai pas intentionnellement fait passer en second, mais cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Parce que le résultat a été le même, que ce soit intentionnel ou non. » C'était la chose la plus lucide que ma mère m'ait jamais dite. Je le lui ai dit. « Je sais, » a-t-elle répondu. « Et je déteste qu'il ait fallu que tu te lèves lors du dîner de Noël pour que je le voie. J'aurais dû le voir par moi-même. C'est de ma faute. » Elle m'a demandé si elle et papa pouvaient venir voir la maison. J'ai dit oui. Ils sont venus le week-end suivant. Ma mère s'est promenée dans chaque pièce et a tout complimenté. Pas de la manière exagérée dont elle le fait quand elle joue la comédie, mais de la manière calme et authentique dont elle le fait quand elle le pense vraiment. Mon père s'est tenu sur la terrasse et a hoché la tête avec approbation en regardant le carré potager, puis a dit, « Belle jointure sur ses coins », ce qui, de la part d'un électricien à la retraite qui a construit la moitié de sa propre maison, était pratiquement une ovation debout. Ils sont restés pour le dîner. Louise a fait des pâtes. Nous avons mangé sur la terrasse même si c'était en décembre et qu'il faisait assez froid pour voir notre souffle, car j'avais acheté un brasero et je voulais l'utiliser, et personne ne s'en est plaint. Ma mère a interrogé Louise sur son nouveau travail. Mon père m'a posé des questions sur mon équipe au travail. Ils ont écouté. Ils ont posé des questions pour en savoir plus. Ils sont restés jusqu'à 21h, ce qui dépassait de 2 heures l'heure habituelle du coucher de mon père. Et quand ils sont partis, ma mère m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit, « Je suis tellement heureuse que tu aies dit quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous dire où en sont les choses aujourd'hui. Cela fait environ 4 mois depuis ce Noël. Les choses ne sont pas parfaites avec ma famille, et je ne suis pas assez naïf pour penser qu'une seule conversation a réglé 32 ans d'habitude du jour au lendemain. Mais les choses sont différentes.
de manière mesurable, visiblement différente. Ma mère m'appelle une fois par semaine maintenant. De vrais appels, pas juste lorsqu'elle a besoin d'une faveur. Elle pose des questions sur le travail, sur Louise, sur la maison. Elle m'a même envoyé un cadeau de pendaison de crémaillère en janvier avec des mois de retard. C'était un bel ensemble de torchons de cuisine et une carte qui disait « Pour ta belle maison ». Avec amour, maman et papa. La carte est sur mon frigo. Alexandre et moi allons déjeuner toutes les 2 semaines environ. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Nous ne le serons probablement jamais, mais nous sommes des frères d'une manière qui signifie vraiment quelque chose maintenant, au lieu d'être juste un fait sur un arbre généalogique. Il est venu m'aider à construire une pergola le mois dernier, a mis l'une des poutres transversales à l'envers et s'est plaint tout le temps, mais il était là. Et c'est ça l'important. Manon envoie des mèmes par texto maintenant, ce qui a l'air petit, mais qui est en fait énorme si on connaît Manon. Elle m'inclut dans ses projets. Elle m'a invité, moi et Louise, au dîner d'anniversaire de son petit ami. Elle m'a demandé mon avis sur une voiture qu'elle pensait acheter. Elle me traite comme une personne qui existe dans sa vie, pas seulement comme un nom sur le registre de la famille. Oh, et Louise et moi avons adopté un chien, un bâtard de 2 ans nommé Léo, qui est en partie bigle, en partie toute autre chose, et à 100% la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Il dort sur le canapé, vole des chaussettes et n'a absolument aucune idée de la signification émotionnelle qu'il porte dans cette maison. Nous ne lui avons pas organisé de fête d'anniversaire, mais nous lui avons acheté un gâteau à la boulangerie pour animaux, et j'ai envoyé une photo sur la conversation de groupe de la famille. Chaque personne a répondu. Ma mère a envoyé 3 cœurs. Alexandre a dit « beau chien ». Manon a dit « l'oncle Julien a enfin un gosse ». Mon père a envoyé un pouce levé, ce qui, de la part de Pierre, est l'équivalent d'un sonnet. Commentaire, ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est la force qu'il faut pour oser dire les choses sans colère. Je crois que poser ses limites est une preuve de respect envers soi-même et envers les autres. Vous méritez d'être vu et entendu par ceux qui comptent vraiment pour vous. La guérison commence souvent par une conversation sincère, même si elle fait un peu mal sur le moment. Prendre sa part de responsabilité permet de transformer doucement les relations. Choisir la paix intérieure plutôt que le silence qui pèse est une vraie victoire personnelle. La gentillesse véritable se montre dans les petites attentions du quotidien. Je vous invite à réfléchir calmement à vos propres relations et à ce que vous acceptez encore aujourd'hui. N'ayez pas peur de parler avec le cœur, car le courage d'aujourd'hui peut tout changer demain. Merci d'avoir regardé avec moi, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.